jeu vidéo que la vidéo a reprise. Cool. Ok. Je suis fatigué, du coup mes compétences de facilitation pour faire l'animation des questions, elle va être moins bonne que d'habitude. Je fais le petit cadre. C'est cool je vous demande de lever la main avant de prendre la parole. Simplement pour que je puisse plus facilement donner la parole aux personnes qui ont moins parlé et que du coup la parole puisse être distribuée de manière un peu plus égale. Une fois que je vous ai fait un signe qui vous indique où est-ce que vous en êtes dans l'ordre de passage, donc ça veut dire que vous êtes premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je vous demande de baisser la main, je vous retiens, il n'y a pas de souci, ou au pire je redemanderai au moment où je sais que c'est le tour de quelqu'un et que j'oublie qui c'est. Je vous demande de... C'est normal de situer et de contextualiser pourquoi est-ce que vous prenez la parole, pourquoi est-ce que vous faites un commentaire, mais les prises de parole autobiographiques qui durent plus de 5 minutes, ça ne se prête pas à un format de discussion en assemblée, du coup je vous demande de ne pas le faire. Sauf si c'est pour venir illustrer les dimensions de la conf, vraiment spécifiquement avec votre vécu, illustrer dans le sens de vous êtes d'accord ou dans le sens de vous avez eu un vécu différent. Je vous demande de ne pas trop chuchoter pendant les conversations collectives parce que voilà, on a parlé des hypersensibilités et des particularités sensorielles. Du coup, elles vont être exacerbées du fait de la fatigue des personnes dans la salle, pas que la mienne. Et du coup, ça peut donner l'impression que quelqu'un qui chuchote, c'est comme si c'était un mégaphone dans notre oreille. J'oublie des trucs, je crois pas. Voilà. Et du coup, on prend les questions, les remarques, les partages de vécu, les anecdotes, comme vous voulez. Je sais pas qui veut commencer. Et si vous voulez vous rapprocher, ah bah c'est parfait, mais pour la prise de son. Alors moduler la voix, ça va pas être évident, mais on va essayer. Oui, c'était par rapport à ce qui a déjà été dit plusieurs fois par les 4 personnes, du coup, je crois que les 2 autres personnes avec de l'extérieur, puis vous deux, du coup, qui parlez. Justement, tout en lien avec la question du diag, de l'autodiag. Personnellement, j'ai un diag depuis 2021. Et du coup, je vais juste expliquer le contexte de cette partie. Okay. D'accord. J'ai eu un diagnostic par hasard complet. Je cherchais juste un suivi psy et je suis tombé par hasard sur une psy qui était spécialisée dans les TSA. Alors, elle a vu en un seul rendez-vous les stéréotypies de cet ordre-là chez moi. Donc, j'ai fait un diagnostic à ce moment-là parce que je n'allais pas bien et que pour moi, c'était cohérent de vérifier si c'était ça. Si c'était ça, je passais à autre chose et j'aménageais ce qu'il fallait faire. Si c'était pas ça, je passais à autre chose. Et du coup, c'est comme ça que je perçois l'intérêt du diagnostic. Et je suis contre du coup l'autodiag, sauf s'il est effectivement comme sur le schéma, il fait partie d'un cheminement. Je me méfie beaucoup justement de l'autodiag comme étant quelque chose de solitaire et qui ne tend pas vers un aménagement, un besoin de lien, enfin de lien social par exemple, et d'autres choses. Dans le sens où je perçois l'autisme, enfin les gens qui sont porteurs d'autisme, qui n'ont aucun aménagement, aucun suivi, qui ne sont même pas qui ne connaissent même pas le concept, je les vois tout nus sur la banquise. Et selon moi, il faut qu'on accompagne tous les gens qui sont tout nus sur la banquise, parce qu'on ne va pas les laisser dans le froid comme ça. Et effectivement, en termes de communauté et ensuite derrière avec le diagnostic officiel, il faut toujours ce diagnostic selon moi, avec en plus les arguments qui ont déjà été apportés, ça permet d'enfoncer les choses au niveau administrativement, dans le reste de l'environnement, etc. C'est l'intérêt du diagnostic. Okay. Qu'est-ce que tu fais de mon expérience du coup? Comment tu la comprends? C'est complètement ok que tu aies une perspective dessus, je te la demande. Il faudrait qu'on échange plus pour que j'ai un avis définitif, mais là comme ça, je sais pas trop. Pour moi, tu es peut-être autiste, peut-être pas. Il y a des éléments pour, des éléments contre que j'ai vus sur 3 jours où je suis venu 2 heures. Mais on s'en fout dans le contexte. Mais mettons que tu prennes la place de quelqu'un d'autre, par exemple dans un groupe où il y aura des places réservées aux personnes autistes qui ont toutes des diags. Et là, la question pourrait se poser, on va dire. Okay. Quand c'est pas quelque chose de malveillant, parce qu'il était aussi mention des personnes qui ont des intentions malveillantes justement de tromper, de trouver une place dans le projecteur, etc., ce genre de choses, ça me dérange moins parce que justement ça blesse personne, quoi, entre guillemets. Et surtout, pas toi en l'occurrence par exemple. Parce que ce serait dommage aussi de perdre des autistes qui ne sont pas diagnostiqués et qui du coup se retrouvent tout seuls malheureusement. Et pour le coup, je finis, je
Je finis, mais le côté médical, je pense qu'il faut dépathologiser, oui, mais pas forcément démédicaliser. Ce qui est dommage finalement dans la psychiatrie aujourd'hui, c'est pas tant la pratique, même si certaines pratiques sont problématiques, c'est le stigmate finalement du reste de la société qui est associé à ça, comme on peut l'avoir avec l'obésité, la dépression, qui sont des situations qu'on sait catégoriser comme pathologie et qu'on sait soigner aujourd'hui, et qui sont en soi des choses qui arrivent. Tout comme un enfant peut naître avec un neurodéveloppement particulier qui l'amène à faire partie de ce qu'on appelle l'autisme. C'est ma vision des choses, je tends à normaliser, tout en apportant quand même les aménagements nécessaires, comme j'ai dit tout à l'heure, la personne toute nue sur la banquise. C'est important de pallier ce problème. Merci. Est-ce que je peux rebondir? Oui, oui. Dans le cadre du divergent, on s'en fout, Gaston a complètement sa place. Enfin, je le dis comme ça, hein, diag, autodiag ou peu importe. En fait, les compétences que sont celles d'animation, de vulgarisation, etc., font qu'il a complètement sa place. Peu importe le diag, autodiag, enfin, si je parle à ta place, enfin, je suis désolée par rapport à ça. Okay. Pour moi, en fait, tes compétences en éduc-pop, en vulgarisation, en façon de rendre facile la communication qui est intéressante pour les présentations. En général, pour les groupes qui sont dédiés à des personnes autistes, j'entends par là des ateliers qui sont organisés par le CRA, le TS2A ou d'autres organismes, il faut le diag. Donc une personne qui n'a pas le diag ne pourra pas prendre la place de cette personne-là. Quand tu parlais de tout ça, en fait, ça me faisait penser à quelque chose qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Silicon Valley, c'est très en vogue depuis quelques années d'embaucher des personnes autistes Asperger. Il y a des personnes qui mettent sur leur CV comme quoi elles sont autistes. Elles peuvent passer un entretien. En poste, ça se verra que la personne n'est pas autiste. Par rapport à sa façon de ne pas entrer pleinement dans les mécanismes de compréhension des fonctionnements, comment dirais-je, j'arrive pas à exprimer, enfin en tout cas de rentrer dans de la technique, là où on est fort en fait, technique, là où les Alice vont plus être dans c'est ma vision, dans la séduction, dans autre chose en fait que la technique en tout cas. Voilà, merci. Et puis parfois, moi j'ai fait le diagnostic, je suis TSA, et j'ai voulu faire le diagnostic de TDAH, et justement la personne s'est passée à côté. Donc là je suis en diagnostic, et j'en suis quasiment sûre. Voilà, donc en fait en France on a beaucoup de retard, et on parlait des co-occurrences aussi, on va se faire diagnostiquer autiste, il y a beaucoup de TDAH avec, et je vois mon aînée qui a les deux. La psy n'a pas pu diagnostiquer le TDAH parce qu'elle ne connaît même pas. Et voilà, donc il y a ce truc aussi où on va se faire diagnostiquer, finalement on passe à côté de quelque chose qui est un mauvais diagnostic, on oublie, et c'est compliqué en France. Donc après le but, je pense que c'est important, même si la démarche elle est perso, justement d'aller chercher qui on est et nos besoins en fait. Une réponse? Non. Ok. 1, 2, 3. Très rapidement, je me suis permis de faire afficher les 7 étapes du diagnostic. Bouge pas, j'arrive. Ah, tu peux montrer? Voilà. Non, tout simplement, une chose qui n'est pas précisée là-dedans, le diagnostic pour moi il est important par un professionnel parce que c'est reconnu. J'ai une psychologue qui est spécialisée du TSA et du TDAH qui a tout de suite diagnostiqué, mais elle n'est pas reconnue médicalement par la MDPH. Donc il a fallu passer par un psychiatre qui soit reconnu par la MDPH. Par contre, une chose très importante qui n'est pas dans ce parcours, c'est l'éducation de l'environnement. Et notamment, tu l'as cité tout à l'heure, il y a peut-être Gaston, c'était la maman, il y a 10-20 ans, qui était responsable de l'autisme de l'enfant. Voilà. Et ben, ma mère, sa réaction à 76 ans, c'est de ma faute. On n'a pas été des mauvais parents. Voilà, ils ont pris ça comme de leur faute. Non, c'est pas de leur faute, c'est juste une manière biologique de naître qui est différente. Voilà, c'est juste la précision que je voulais apporter. Merci.
Moi Ouais. Oui, en fait, je voulais vous faire part de quelque chose d'une situation future que j'ai imaginée. Ouais, voilà. Et je me suis demandé ce qu'il se passerait si, par exemple, il y avait, on va dire, 1000 nouvelles personnes qui arrivaient sur le groupe en étant autodiagnostiquées, enfin, qui voudraient rentrer dans le groupe. Est-ce que vous seriez prêt à, comment dire, vous accueillerez toutes ces personnes, même si, comment dire, peu importe le nombre de personnes autodiagnostiquées, ou est-ce que vous seriez prêt à limiter ça? J'ai pas compris l'objectif de ta question. Est-ce qu'il y a une peur ou après je te réponds. Est-ce que tu exprimes une peur ou c'est une question factuelle? Moi, je sais pas, c'est un peu comme une crainte, Ouais. mais disons que ça me concerne pas directement, mais je me demande comment ça pourrait se passer si, parce que est-ce que comment dire, vous seriez prêt dans le futur à invalider diagnostic de l'autodiagnostic de certaines personnes s'il y en a énormément qui arrivent d'un coup? Je vais pas forcément répondre complètement à ta question. Oui, Les règles du groupe oui, pour le bien-être de tout le monde, c'est personne, autiste, diag, autodiag, en questionnement. Avant 2021, dans le groupe, il y avait un peu de tout. Il y avait des professionnels de santé curieux qu'on n'avait pas identifiés, qui s'étaient mis dans le groupe, des parents, et du coup, très vite, les gens autistes se sont retrouvés en détresse, en peur de se faire juger par des parents, avoir des réponses qui ne sont pas adaptées, des jugements par rapport à leur questionnement. Ce qui fait qu'en décembre 2021, je crois, j'ai refait un groupe, c'est pour ça qu'il a l'air récent en fait sur Facebook, j'ai refait un groupe privé où on est uniquement entre personnes diag, autodiag en questionnement. Sur les sorties amicales auxquelles tu participes, il y a des personnes qui sont autistes, il y en a qui ne sont pas forcément, il y en a qui sont en questionnement, il y en a qui sont sur Facebook, il y en a qui reçoivent les infos uniquement par mail. Les gens qui reçoivent les infos par mail, ce sont des personnes qui ne sont pas dans le groupe parce que ce sont des parents qui veulent juste discuter. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. Et c'est arrivé qu'il y ait des gens qui avaient un diagnostic médical qui ont ensuite été invalidés par d'autres professionnels de santé qui se sont retrouvés en détresse. Il y a aussi des gens qui ont pensé être autistes et qui ont fait les démarches et à qui on a dit non, vous n'êtes pas autiste. Et pour autant, vu qu'on avait sociabilisé avec ces personnes-là pendant 1 an, 2 ans ou un peu moins, on leur a dit écoute, tu as toujours été sécurisant avec nous en sortie, tu peux rester, tu as ta place. Et il y a des personnes aussi dans le groupe qui ont sclérose en plaques ou d'autres choses qui sont assez isolées, ou TDAH et pas autiste, qui sont isolés dans leur vie et qui sont dans le groupe. Et je leur ai juste dit, écoutez, si jamais vous avez, si jamais les postes vous dérangent ou vous ne comprenez pas ce qui est dit, s'il vous plaît, on en parle juste entre nous, mais allez pas mettre en insécurité les personnes qui sont en train de témoigner, qui sont en train de partager des moments de vie et de vécu. Voilà. Je ne sais plus exactement oui, je voulais. C'était sur les diagnostics, l'autodiagnostic. Au moment où mon fils est né, il avait 7 ans à l'époque, c'était son premier diagnostic. Et il ne savait pas trop. Il est à la limite en fait entre neurotypie, neuroatypie. Et c'était assez problématique. Et son comportement ressemblait étrangement à celui d'un pote à moi avec qui je fais de la musique depuis très longtemps. Et d'un autre pote avec qui je faisais de la musique. Et je me demande, ma question, c'est un peu pour tout le monde, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut vivre avec de l'autisme sans être diagnostiqué? C'est-à-dire ne pas être malheureux, avoir mis en place soi-même je suis un peu fatigué, des stratégies merci, qui permettent en fait de vivre pas plus malheureux qu'un autre, parce que tout le monde met des stratégies, enfin je veux dire, on a tous. Et est-ce que c'est possible? Vous pensez que c'est possible? Valentine, est-ce que tu peux mettre une infographie qui est en annexe avec les bâtiments et les plaques d'eau? Ouais, nickel. J'avais mis ça en annexe
pour exprimer le fait que moi, par exemple, c'est ce dans quoi j'ai grandi. Enfin, c'est pas là spécifiquement, mais c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi, avec diverses violences, familiales, scolaires, professionnelles, etc. Du coup, quand je suis allée travailler à l'hôpital, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit à une autre psychiatre, il faut faire très attention avec Jessica, elle est très impactée par l'autisme. Et du coup, j'ai répondu à la psychiatre qui m'avait dit ça en tête à tête. En fait, je ne pense pas être très impactée par l'autisme. C'est l'environnement dans lequel j'ai grandi toute ma vie qui m'a forcée à rentrer dans un moule dans lequel je ne rentre pas, qui fait que, oui, j'ai l'air très impactée par l'autisme. Il y a des personnes, tu peux l'enlever, hein, ça sera trop... Enfin, sinon, c'est traumatisant. Ouais. Tu peux remettre la... Ouais, comme tu veux. C'était sur les intérêts spécifiques sur les chats. C'est assez fréquent. Ah oui, je vais dire un petit truc supplémentaire. J'ai discuté récemment avec une personne autiste qui est professeure, qui me disait j'ai l'intuition qu'il y a plus de personnes autistes dans des milieux précaires, dans les cités, etc. Je lui ai dit, je pense... Enfin, moi, j'ai pas la même intuition que toi. Je pense plutôt que quand tu grandis dans un environnement sain, où tes besoins sensoriels sont, sont respectés, tes besoins en communication sont respectés, tu peux être bien, en fait, tu peux être autiste et super bien, tu peux recourir, tu peux avoir une bibliothèque qui fait que tu peux aller à fond sur tes intérêts spécifiques sur la culture, tu peux accéder à des études, tu peux avoir un poste adapté, en fait, quand tu es autiste, si tu as un environnement sain, tu peux avoir une voie toute tracée, tranquille, sans jamais te rendre compte que tu es autiste. Il y a des personnes qui se font diagnostiquer assez tardivement, à la retraite. Je vois quelqu'un qui est en train de tourner la tête vers moi, qui est concerné. Alors, c'est pas ton cas pour le coup, Alain, mais c'est le cas de d'autres personnes. Vie, ok, et le ou la conjointe meurt. Et en fait, tout s'effondre pour la personne. Il n'y a plus la personne qui était en train de gérer les courses alimentaires, préparer les repas, régler toutes les questions administratives. Et là, en fait, la personne se retrouve dans un état où on va dire qu'elle est démente ou autre chose. Enfin, je pousse à l'extrême, mais c'est... Et non, en fait, c'est juste que jusqu'à présent, la personne avec qui elle vivait comblait, en fait, aménager sans s'en rendre compte. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est ça. Juste, je termine. J'ai vu un film qui s'appelait Adam, mon fils s'appelle Adam, et c'est un jeune adulte qui se retrouve, qui est autiste, son père gère tout, et son père finit par mourir, et après il vit tout seul, et c'est comment il s'ouvre au monde, il est scientifique, hyper pointu, etc., mais il mange que les mêmes céréales à la même heure, etc. Moi, ce film m'avait beaucoup touché parce qu'on voit, par l'amour, je crois, c'est à l'américaine, il finit par sortir un peu de ces petits rituels et tout ça. Mais il y avait un truc qui m'avait beaucoup parlé sur le fait qu'il était autonome, en fait. Il bouffait que des céréales, il s'habillait toujours avec la même chemise, etc. Mais il avait un super boulot, il y avait plein de trucs. Et personne venait l'invalider sur le fait que non, il faudrait que tu manges équilibré, des céréales, c'est pas bon pour toi. Je me rappelle plus exactement du film, mais le film était intéressant là-dessus. Ouais. Pour populariser ce genre de choses sans que ça choque. Valentine, c'est une réaction à ce que propose Damien ou c'est un... Non, pas Valentine. Nat. Nat, je suis désolé. C'était pour répondre. Vas-y, Il y avait vas-y. un appel à... Moi, je suis une personne qui... Je suis pas allée au bout du diagnostic. J'avais besoin d'objectiver d'autres troubles neurodéveloppementaux qui impactent énormément ma vie, notamment le TDA. Et aussi d'avoir une vision par rapport à des diagnostics psychiatriques qui auraient pu m'être donnés. Donc c'était important pour moi de faire des tests plutôt dans le neuro, etc. Et j'ai jamais rempli les questionnaires autisme, ils sont encore sur mon bureau, il y en a comme ça. Est-ce que je le ferai, est-ce que je ne le ferai pas, est-ce que c'est un besoin? Mais du coup, cette notion d'aménagement et en côtoyant d'autres personnes, et notamment avec cette idée de père aidance, il y a des choses où je me suis dit, tiens, cette personne témoigne que cette manière de faire dans sa vie, ça l'a allégé. Je lui dis, pourquoi pas? Et après, c'est un système un petit peu
rationalisation même scientifique de essai, test, bilan. Est-ce que, en fait, si je me coupe avec les oreilles dans la rue, est-ce que mes trajets se passent mieux? Eh ben oui, ça me soulage. Donc maintenant j'ai une playlist de chansons et j'ai une gestuelle dans le métro. Et ça, c'est des choses que les personnes autistes m'ont appris. Est-ce que j'ai besoin, moi, de dire je suis autiste ou pas? On est vraiment sur du pragmatique et ces histoires d'aménagement, c'est essentiel en fait. Et par rapport à la sécurité du groupe, aussi sur cette question, parce que par exemple, mon TDA va faire que je suis hyper verbale, je suis très brillant et je peux être une personne très dérangeante pour d'autres personnes autistes. Donc c'est même pas tant le fait que, même si j'étais diagnostiquée autiste, ça veut pas dire que je serais une personne qui met les autres personnes autistes en sécurité. Et je pense que c'est le dialogue, les échanges et aussi des aménagements au niveau du groupe qui vont faire cette sécurité. Il y a des personnes où on s'aime très fort, mais on s'envoie un message tous les 6 mois parce que je les sature. Et voilà, c'est comme ça. Et on se les dit. Mais ça veut, voilà, on s'aime très fort, mais on ne se voit pas beaucoup parce que je veux fatiguer cette personne. Voilà, ce qui est important, c'est les aménagements, que ce soit au niveau du groupe, et le dialogue, toujours. Je tenais vraiment à remercier toute cette richesse d'échange parce que c'est des espaces que je ne connaissais pas jusque-là et c'est vraiment utile. Et même, il y a des jeunes dans le groupe, il y a des parents qui sont aussi qui sont concernés et qui ont des... Et les jeunes, ils s'emparent de tout ça, entre beaucoup sur Internet. Et c'est les ados qui s'emmènent aussi. Et je trouve ça génial que maintenant, enfin, là, de cette génération, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, grâce à votre travail, grâce à l'écriture, grâce au tableau et tout ça, et ben les jeunes, maintenant, même 12-13 ans, ils arrivent à avoir des pistes. Et vraiment, ça change des trajectoires de vie. Et vraiment, il faut continuer tout ça. Bravo. Merci pour toutes ces générations. Je vous présente furtivement Nat, qui était présent à la table ronde de jeudi soir, genre variation de corps et sceptre de l'autisme. C'est grâce à Nat qu'on a un petit sceptre avec un cœur tout en haut. Et merci d'avoir ramené du houmous pour tout le monde à la fin, pour qu'on puisse boire et manger. Il y aura la vidéo. Si. Oui, il y aura la vidéo de l'événement, de la discussion où Nat était à la table avec nous, sur le genre. Vous trouvez ça sur notre chaîne YouTube. Tu voulais reprendre la parole sur un truc? Oui, du coup je vais revenir dans le désordre par rapport du plus récent au plus vieux. Les questions, je trouve ça super intéressant justement. Est-ce qu'une personne autiste peut ne pas avoir de problème du tout effectivement. Et je suis assez d'accord sur le fait que ce soit lié au milieu, parce qu'effectivement, dans mon cas personnel, j'avais pas de problème, à part à l'école évidemment, comme je pense quasiment tout le monde, dans mon environnement, jusqu'à ce que j'arrive à peu près 18 ans, où du coup je suis sorti du cadre familial, et où je devais aller faire des études, être dans un autre milieu, tout découvrir et tout apprendre, etc. Et du coup c'est là que les difficultés ont commencé à arriver par exemple. Donc effectivement ça me fait penser, je trouve ça pertinent, merci. Et je voulais revenir aussi sur ce que j'étais là sur Diag Autodiag, où ça permet aussi de différencier, comme disait la personne qui était juste devant moi. Parfois il peut y avoir des diagnostics qui se chevauchent, donc le TSA, TDAH par exemple, mais il peut aussi y en avoir qui ont des symptômes ou des traits qui sont les mêmes ou qui se ressemblent beaucoup et qui peuvent du coup amener un mauvais autodiag ou un mauvais diag de base. Et c'est important du coup d'avoir vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine pour réussir à faire la différence, notamment les diagnostics de 3e ligne par exemple, je pense à ça. Donc c'est de ça. Il y a une infographie que j'ai vue assez récemment sur internet et je vais reprendre. On a fait la diade autistique au tout début. Il y avait hypersensorialité en toute petite ligne sur le 2e point de la diade. Et par exemple, il se trouve que l'infographie que j'ai vue récemment, en fait, c'est hypersensorialité. Ça peut s'activer très fort chez les autistes, les personnes avec un TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Les personnes avec anxiété et PTSD, c'est syndrome Post-traumatique. Ouais, merci. Enfin voilà, et du coup, il y a des gens qui parfois disent ben moi j'ai des hypersensibilités, je réagis très fort à ça, ça, ça. Et effectivement, si on se retrouve face à des professionnels de santé qui vont juste focus sur les hypo-hypersensibilités, elle peut dire ah bah oui, vous êtes autiste, alors que non, en fait, il faut prendre en compte tous les autres points. C'est ça. Et typiquement, j'avais vu, je reprends une dernière phrase, j'ai vu une très longue conférence que m'avait envoyé, vers laquelle m'avait envoyé ma psy, d'autres psys qui sont en Belgique, qui sont spécialisés sur la question du burn-out, et notamment le burn-out autistique en l'occurrence. Et il disait bien qu'il n'y avait aucune différence possible entre une forte fatigue, un burn-out et un burn-out autistique en tant que tel. Et que par exemple, eux, un des premiers trucs qu'ils faisaient quoi, avec les gens qui venaient voir par rapport à un burn-out, c'était de demander à la personne de faire une prise de sang. Parce qu'en fonction de je ne sais plus quel composé dans le sang, on pouvait tout de suite savoir si c'était une question de maladie à court terme, dans le sens un déficit de magnésium par exemple, ou si c'était quelque chose par exemple lié à l'autisme, un burn-out véritable, une fatigue de long terme, etc. Par rapport à différencier avec une fatigue. Ok. Valentine, on peut changer de Je vais slide? demander la parole à Fabien du coup. Et c'est à toi. Une slide en particulier? Non, c'est juste enlever le truc médical. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de représentation et d'enjeux politiques dans l'autisme. Et donc, sur ce sujet-là, que pensez-vous de la représentation de l'autisme dans les médias, les œuvres de fiction? Alors, je dirais que je n'ai pas de télé. Donc, parfois, j'ai une dame que j'aime beaucoup qui m'appelle. Je réponds parce qu'elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas de téléphone portable, donc elle ne peut pas m'envoyer de SMS. Donc, je fais l'effort de lui répondre quand elle m'appelle. On peut passer 1 heure à discuter. Et elle me dit, Jessica, j'ai vu à la série Astrid, que je ne connais absolument pas. Je crois que c'est ça enfin, je sais pas. C'est Astrid et Raphaël. Pardon? La série s'appelle Astrid et Raphaël. Astrid et Raphaël. Je ne connais pas cette série. Elle m'appelle pour me dire, Jessica, j'ai tout compris à l'autisme parce que dans cet épisode-là, il s'est passé ça, 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 ça. Et du coup, je suis en totale détresse parce que je me dis, ok, quand je parle, j'ai l'impression de ne pas être écoutée. Et en fait, elle est en train de m'expliquer quelque chose par rapport à une série et je me sens en insécurité dans ces discussions-là. Et en même temps, c'est une personne qui a un certain âge et je l'aime beaucoup et voilà, je respecte. Et du coup, par rapport à la représentation, si on parle de Rain Man, etc., je ne sais pas te répondre non plus. Est-ce que tu as une réponse à fournir? Plouf plouf. Il y a une première réponse qui est j'ai pas envie de me faire du mal. Je veux dire, je suis sur Internet plus que je ne suis à écouter la radio ou à regarder la télé. Et généralement, les personnes qui s'expriment et qui évoquent ou parlent de l'autisme sur Internet sont soit des personnes concernées, soit des personnes qui sont validistes, mais au sens de autiste est une insulte en fait. Du coup, je ne vais pas particulièrement chercher à... Enfin, je ne peux pas répondre à ta question spécifiquement dans le cadre que tu viens de donner, parce que j'ai pas envie de me confronter à leur discours et que j'ai vraiment autre chose à faire. Le travail que je fais est déjà vachement plus localisé, de lutter contre le validisme internalisé à l'intérieur de moi, chez mes proches, avec les autres personnes handicapées, de se poser des questions sur comment est-ce qu'on fait pour interagir avec ces institutions qui ont faim de l'interaction avec nous, mais qui sont validistes, qui sont hiérarchiques, qui sont dans des logiques d'emprise, et où du coup, qu'est-ce que je pense de la représentation politique, enfin de la représentation des autistes dans les médias et en politique? De ce que j'en connais, c'est de la merde et la majorité des gens feraient bien de fermer leur gueule. Après, je dis ça, je pense ça de la majorité des politiciens, enfin de ce que disent la majorité des politiciens sur les questions de lutte contre les oppressions. Voilà. Et je peux me permettre juste, je crois qu'il y a des gens dans la salle qui sont fans de ça, voire font de l'intérêt spécifique là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer par rapport spécifiquement à la représentation des autistes dans les médias? Non. Ok, vas-y. Par rapport à ce que tu disais, tout ce qui se passe là, je voulais juste te dire que le 2 avril 2021, j'ai fait une déclaration à la préfecture pour faire un rassemblement devant l'hôtel de ville, vers le métro A, je sais plus, enfin bref.
Et en fait, on a dans nos effectifs un élu qui était au rassemblement, qui m'a dit tiens, la personne qui passe là, c'est la responsable de je ne sais plus quoi. Il m'a dit il faut qu'on lui parle à elle de l'éclairage bleu sur les 24 colonnes. L'éclairage bleu, enfin le bleu, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a toute une symbolique derrière. On a essayé de lui parler et en fait, ça n'intéressait absolument pas. Donc là, je parle plus de médias, mais je parle de ce qui se passe en local en fait. On a essayé d'approcher, on n'a pas réussi. Tous les ans, il se passe des grosses fêtes avec des associations de parents, avec des choses très politiquement correctes. On n'est pas invité. Pour autant, il y a des gens qui sont au Café Otis Adulte Lyon, qui sont dans d'autres structures. Et je suis très contente que ça se passe bien pour elles. Et même hier encore, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, sur la page publique Facebook, j'ai mis les petites photos de 2 personnes qui sont dans 2 GEM différents, un à Villeurbanne, un à Bourg-en-Bresse, en leur disant merci, bravo, enfin, des pensées pour vous. Ça me fait plaisir que vous soyez, vous, invités dans des événements. Là. Moi, personnellement, j'ai été diagnostiqué parce qu'en fait, je suis passé par la case dépression directe, en fait. J'ai été hospitalisé, etc. Et c'est à l'hôpital, du coup, que ça a été repéré. Comme tu disais, on m'a fait une prise de sang, mais c'était surtout, en fait, en cas de dépression, c'est parce qu'on peut avoir des troubles alimentaires, etc. Et c'était pour voir aussi mon état physique. C'était pas pour chercher des choses, voilà, des substances, etc. quoi. Après ça, donc après mon hospitalisation, donc j'ai été pris en charge à un CMP. Et la première fois que je vois mon psychiatre, en fait, à cette époque, parce que j'ai vu plein de psychiatres, j'étais en même temps, en fait, j'avais fait ma démarche, on m'avait dit de faire ma démarche, en fait, avec un pré-diagnostic, en fait, au Vinatier pour aller au TS2A. À partir de là, en fait, entre-temps, c'était le Covid, donc super époque pour être hospitalisé. Donc j'étais suivi au CMP et la première fois que je vois mon psychiatre, il me dit « Ah mais non, mais moi je connais les autistes, vous en êtes pas un ». Donc voilà, c'était bien parti. Entre-temps, j'ai fait mon diag au TS2A, qui a été validé, mais en même temps, il fallait aussi démêler tous les éléments en fait de ma dépression, mon anxiété, qu'est-ce qui était quoi en fait, parce que souvent on a des diagnostics qui sont complexes. Et à partir de ce moment-là, quand j'étais dans la phase de rétablissement, du coup, c'est là que s'est établi le diagnostic de troubles du spectre autistique. Je suis retourné voir mon psychiatre et mon psychiatre a dit très gentiment, avec le résultat, il m'a dit « Ah et moi, l'autisme, je connais pas trop. » Donc, voilà. Des fois, on tombe vraiment sur des gens qui ont une certaine honnêteté. La personne à l'unité Avicenne où j'étais, qui m'a diagnostiqué, qui a fait les premiers tests, m'a dit, quand je lui ai demandé qu'est-ce que c'est en fait, l'autisme, j'en ai pas entendu parler, qu'est-ce que vous dites en fait, elle m'a dit, moi je vous ai fait faire des tests que j'ai pris sur internet, mais je suis pas spécialisé, c'est pour ça qu'en fait je vous envoie au TS2A. Donc il y a aussi des psychiatres qui sont dans l'honnêteté en fait de leurs limites, mais voilà, je sais que j'ai eu beaucoup de chance aussi de tomber sur des gens corrects, quoi. Mais aussi, en même temps, j'ai eu ces autres discours à côté, quoi. Donc voilà, c'était aussi un partage d'expérience, en fait, vis-à-vis de mon parcours. Et du coup, de tomber aussi, d'avoir cette errance-là, en fait. Mais en même temps, d'avoir aussi des structures. On a la chance à Lyon d'avoir cette structure-là, en fait. Le TS2A. Le TS3A aussi, non le TS3A, ouais, qui est la version payante, et la version pas remboursée. Ouais, c'est ça. Et quand même des professionnels qui commencent à se poser la question sur ces choses-là et à se former et à venir. Donc faut pas non plus mettre toute la psychiatrie de côté en disant ils savent pas, voilà. Non, il y en a certains qui sont honnêtes aussi, il y en a, comme tout le monde, comme dans toute la population, quoi. Voilà. Ok. Du coup, c'est à toi, Lémi. Moi Oui. En fait, je n'arrive pas à comprendre le système pour prendre la parole, parce que vous avez dit des nombres, et vous
vous avez fait 4 une fois avec votre main, c'est pour indiquer qui va parler? C'était une indication à la personne qui prendra la parole juste après toi. À toi, je t'ai fait 3 tout à l'heure pour D'accord. indiquer qu'il y a la personne qui est en train de parler, une personne, et ensuite ce sera toi. Tu es la 3e personne qui prend la parole à partir de maintenant. C'est pour donner une idée du nombre de personnes que tu as à attendre. Du coup, quand je fais 4, c'est à la personne, c'est parce qu'il y a la personne en train de parler, 2 personnes entre et elle, et ainsi de suite. Et du coup, je donne des signes aux personnes pour qu'ils aient une idée de leur temps d'attente. Normalement, le fait d'avoir une maîtrise de l'outil n'est pas nécessaire, c'est juste pour que les gens aient une idée de... Je leur fais des chiffres pour qu'ils aient une idée de leur temps d'attente, quoi. D'accord, je vois. Voilà. C'était ça ta question? Ah oui, parce que je savais pas, parce que je levais la main, mais je savais pas si vous me voyez. Donc, Alors, tu es à un endroit où ta main se perd dans le fond à cause de mon daltonisme. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à te voir depuis tout à l'heure. Et du coup, quand tu as levé les 2 mains, j'ai fini par te voir parce que ça a fait une ombre. Mais effectivement, tu es pile au mauvais endroit, je suis désolé. Ça marche. Du coup, Merci. Non, oui, je voulais parler de ces questions de diagnostic aussi. Du coup, moi, j'ai pas de diag autisme. Je suis... Ah, il faut que je parle plus fort. ou alors tu te rapproches. Oui, du coup, moi, j'ai pas de diagnostic en tant qu'autiste. En tout cas, je me questionne pas non plus là-dessus. Par contre, j'en ai sur d'autres questions et je crois que pour moi, je trouve que ça se rejoint en fait à plein d'endroits, les questions qu'on peut avoir avec ça. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de... pour moi, en fait, le diagnostic, c'est un peu à la fois tout et rien, quoi. Et surtout les personnes qui sont amenées à le faire. En fait, quand on dit en fait les psychiatres devraient être formés là-dessus, etc. C'est un peu fouillé ce que je suis en train de dire. Je suis désolée, je suis fatiguée aussi. Mais en fait, il y a plein de courants dans la santé. Il y a plein de courants dans la santé mentale. Et par exemple, il y a vraiment, sur des questions autres que la question de l'autisme, il y a vraiment des modes, quoi, au fur et à mesure des époques, etc. Et il y a aussi des gens, par exemple en Belgique, qui essayent d'apporter d'essayer de faire une alternative au DSM-5 en utilisant des catégories, mais uniquement par le biais de la communication, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui se passe en interactionnel et qui peut donner tel ou tel type de symptômes. Et je dis ça parce que le pouvoir qu'on donne au corps médical, etc., à la fois, en fait, il peut être... oui, que moi je trouve qu'à la fois, il peut être hyper nécessaire parce qu'il y a besoin de se reconnaître dans quelque chose, de pouvoir trouver des repères, et aussi on est dans une société où ça nous donne accès à des choses ou pas, etc. Et en même temps, c'est aussi hyper réducteur, quoi. Tout le temps, quoi. Je vais me permettre de te faire une réponse et de squeezer le tour de parole juste 30 secondes. J'ai lu un truc sur internet d'un jeune qui a perdu un ami d'un cancer fulgurant. Et qui, du coup, a commencé à essayer de faire passer le message autour de lui sur Internet, de porter un message régulièrement en disant rappelez-vous que pour 95% de la population, votre vie se terminera sur un lit d'hôpital avec quelqu'un qui prendra la décision de vous débrancher. Parce que, à cause des maladies chroniques, à cause de la manière dont la vieillesse se passe et dont aujourd'hui on se retrouve dans des milieux qui sont médicalisés quand on est vieux, et du coup des trucs qui ressemblent à des hôpitaux, des EHPAD, c'est pas des maisons de repos, c'est des endroits où on a besoin d'avoir du matériel médical. Donc spécifiquement le fait d'être débranché, le mec fait exprès d'avoir un terme qui est fort, mais en fait c'est de ça dont on est en train de parler en fait. Le débranchement il va se faire avec des cachetons au fur et à mesure parce qu'on va être de plus en plus chiant à gérer pour des raisons économiques, pour qu'on prenne pas trop de temps de travail aux infirmières, on va nous désactiver des fonctions cognitives et on fera ça pour notre bien. La réalité elle est, aujourd'hui dans notre société, la classe de travail la plus aristocratique, celle qui a le plus de pouvoir sur les personnes dont elle organise le temps, c'est la classe médicale. C'est un tabou. Intéressez-vous au travail de Gors, si vous voulez parler de ça. C'est un mec qui connaît tellement bien le milieu médical, pour y avoir entre autres travaillé,
que, à l'aune de ses 60 ans ou ses 70 ans, j'aurais pas à me souvenir, ils sont partis avec sa femme. Ils sont montés sur une chaise, ils ont pris une corde chacun, et ils sont partis en laissant une lettre de suicide qui était « On a vécu ce qu'on avait à vivre, on est heureux, on connaît nos petits-enfants, tout va bien dans notre vie. Par contre, à partir de maintenant, commencerait, si on était resté, le décompte de combien de temps il nous reste avant de plus avoir de contrôle sur notre vie, et que ce contrôle il soit pris par les médecins. Et du coup, on vous laisse vivre en tant qu'humanité, en tant que société, en tant que personne qui nous lise, vivre ce que vous avez à vivre, mais nous, on a décidé qu'on en avait eu assez, et que la menace est trop importante. Et qu'on sait qu'on ne nous laissera pas finir nos jours comme on l'entend, si on reste. La difficulté avec les personnes qui voient leur existence pathologisée et médicalisée, et selon moi, la majorité des troubles même de base, les vraies maladies qu'on peut avoir, d'angoisse, de syndrome de stress post-traumatique, de dépression, sont des choses qui sont des maladies qui sont créées par notre société. Même quand on a déjà un terrain, c'est selon moi, c'est une opinion, je ne suis pas médecin, mais de la compréhension que j'en ai, même quand on a un terrain biologique de base, si on était dans une situation qui n'était pas la situation actuelle, mais une situation qui permettrait aux gens de développer des techniques, d'avoir des liens qui soient plus intéressants, et où l'émancipation et la recherche de bonheur, de plein d'alignements, était l'objectif de notre société et la manière dont notre environnement était créé, ces terrains-là ne se transformeraient pas en une situation qui a besoin d'être... où notre vie a besoin d'être médicalisée. Où du coup, on trouverait des aménagements pour pouvoir réussir à s'en sortir malgré ces terrains-là. Du coup, le fait qu'aujourd'hui on ait un besoin dans notre société actuelle, et j'essaye de reformuler ce que tu dis à cet endroit-là, de personnes qui vont avoir un statut d'autorité sur nous. On considère aujourd'hui que c'est une situation normale pendant l'enfance. Typiquement, c'est normal que les parents aient le droit de donner des ordres à leurs enfants. Moi, je fais partie d'un mouvement anti-agiste qui considère que c'est pas normal. Le fait qu'on ait besoin d'avoir des professeurs qui organisent notre temps, et qui organisent notre temps selon des critères qui sont critiqués depuis le début de l'école publique. Pourquoi est-ce que c'est important que les jeunes soient présents à l'école à 8h? C'est parce que c'est l'heure à laquelle l'usine commence. Alors il y a à la fois une dimension économique, on a besoin que les gens soient à l'usine à 8h pour bosser, donc il faut qu'ils se soient débarrassés des enfants avant. Mais il faut aussi que les jeunes aient l'habitude de voir leur temps organisé par une entité qui a l'autorité sur nous. Et du coup, une partie de l'éducation de l'école, et très clairement, selon les gens dont je trouve la pensée la plus inspirante, ça veut dire que je suis d'accord, l'objectif principal de l'école, c'est le conditionnement de la classe prolétaire à pouvoir suivre des fonctions qui sont... à pouvoir effectuer les ordres, et à rentrer dans le cadre qui permet que les ordres soient faciles à leur donner. Et du coup, le fait que cette autorité, elle soit... et en sciences de l'éducation, c'est un truc... Il y a un jeu de double discours qui est phénoménal. Lève la main si tu veux rajouter un truc par rapport à ce que je suis en train de dire, parce que je reformule et je commente, mais n'hésite vraiment pas à participer là-dessus. En sciences de l'éducation, il y a actuellement une tentative de discours philosophique, en tout cas à l'université de Lyon 2 à laquelle j'ai assisté mes cours, qui dit grosso modo qu'il faut reconnaître qu'il existe des formes d'autorité qui sont légitimes quand elles permettent l'épanouissement et la croissance. Et que du coup, on doit faire la différence, c'est leur propos, entre autorité et autoritarisme. Et où du coup, l'autoritarisme, c'est quand cette autorité arrête d'être l'opportunité de la croissance, mais devient un outil d'asservissement. Idéalement, j'espère que ce serait possible de créer des institutions qui font que les soignants comme les éducateurs peuvent n'être qu'une autorité qui soit légitime et qui soit pour la croissance et que ça ne vire jamais à l'autoritarisme. La croyance très profonde que j'ai, c'est que c'est pas possible. Que c'est pas possible, que ça nécessite tellement de systèmes de contre-pouvoir et tellement de systèmes de mise en émancipation que je pense que c'est une dialectique dont on ne se sortira pas. J'espère qu'on pourra s'en sortir un jour. Il paraît que ça fait de moi un anarchiste, du coup c'est un mot que je réclame. Anarchiste, ça veut dire du coup l'organisation sans pouvoir. Hein. Quand vous voyez le A dans le rond, en fait c'est un A et un O, et ça veut dire l'anarchisme c'est l'ordre. Et du coup, la hiérarchie c'est le désordre. Le message il est celui-là. Hein. C'est pas l'anarchie c'est le chaos, qui est un... Bref. Merci la propagande des années 50. Mais où du coup, et d'ailleurs je me permets de le dire au passage, face caméra qui plus est, de rien pour la démocratie. Hein.
du coup, on se retrouve effectivement dans cette dialectique que tu décrivais toi-même, en fait. On a besoin de soignants, on a besoin de gens qui nous mettent du cadre, mais on a aussi besoin qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on perd le contrôle de pourquoi est-ce que ce cadre existe et pourquoi est-ce que c'est ces personnes-là qui sont garantes du cadre. Je vais finir là-dessus, sur cette prise de parole en tout cas. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été comprise par rapport à ce que tu m'as dit? Parce que tu n'avais pas l'air très sûr au niveau de ton langage non verbal, de ton ton de voix. C'est pour ça que je me suis permis de faire ce petit encart aussi. Ben oui, enfin en tout cas, j'adhère à ce que tu dis, mais je crois que ce que je voulais dire, c'est surtout que... Enfin, je pense que je voulais dire c'était quelque chose de plus personnel, enfin c'est-à-dire personnel à chacun et chacune, mais je veux dire que en fait le diagnostic, enfin la question du diagnostic et des soignants, c'est vraiment quelque chose qui doit nous servir à nous, enfin je sais pas comment dire, enfin dans un truc et que c'est tout le temps réducteur, enfin je veux dire de toute manière quoi, même enfin voilà, je sais pas, quand on se penche sur le langage, en fait, les mots, ils sont réducteurs, etc. Enfin, et c'est ça que je veux dire quand il y a plein de courants, etc. Et quand je vois des gens qui disent, bah oui, en fait, je suis allée voir pour tel truc, en fait, on m'a parlé d'être borderline. Ouais. Donc voilà, bah, clairement, enfin, je veux dire, oui, il y a énormément de procédés derrière ça qui sont des trucs de mode, de liens aussi avec des industries pharmaceutiques qui produisent des trucs pour certains trucs, des trucs de domination systémique, etc. Ce que je veux dire, c'est que finalement, enfin, moi en tout cas, j'ai entendu plusieurs fois ce que tu disais, Jessica, sur en fait, autisme, c'est un mode de fonctionnement et c'est pas, enfin, du coup, cette différence, on peut être autiste et borderline ou autiste et schizophrène, etc. Mais tu peux mettre plusieurs et en fait. Oui, et plein d'autres trucs. Mais en fait, moi je vois aussi, je l'entends ce truc-là, je crois, vraiment je l'entends. Et en même temps, je crois qu'effectivement, de toute manière, on a tous tous et toutes à la fois des choses qui nous rassemblent et des choses qui nous sont spécifiques. Enfin, je suis désolée, j'arrive pas du tout. On avait une slide là-dessus où on disait que quand on rencontrait une personne autiste, notamment, oui, voilà, c'est ça. comme Alice, on rencontre une personne unique. Oui, et en même temps, on a des traits communs très forts avec d'autres personnes, et c'est pas pour les nier. Mais finalement, ce qui est vraiment important, c'est de trouver qu'est-ce qui nous empêche, en fait, et juste de trouver des choses pour que ça ne nous empêche plus. Et si le diagnostic, c'est un outil pour à un moment donné rencontrer d'autres personnes, etc. Mais en fait, des fois, on va être diagnostiqué borderline, et puis en fait, on va rencontrer des gens schizophrènes, et puis en fait, on va trouver plein d'outils en commun. C'est ça que je veux dire. Bon, voilà. C'est potentiellement eux qui ont créé les frontières et la manière dont on va faire communauté, elle n'est pas forcément faite selon leurs frontières à eux. Je sais pas si c'est une tentative de reformulation par rapport à ce que tu as dit, je sais pas si ça correspond. C'est à toi. Tu veux, tu peux, je sais pas. Non, tu sais, bon, je suis un des plus vieux, j'ai 70 ans, tu vois, et puis moi j'ai été, le diagnostic il est arrivé il y a une dizaine d'années, mais il est arrivé par des voies médicales, parce que je perçois mal la douleur, la chaleur et tout ça, tu vois, je n'ai pas du tout ce ressenti. Donc quand je suis tombé très très malade, en fait, je suis allé à l'hôpital, j'étais agonisant, disons, parce que je ne sentais pas la maladie, en fait. Je ne la ressentais pas et je ne savais pas la nommer. Je ne savais pas nommer où j'avais mal, je ne savais pas rien. Je n'étais pas autiste. Dans ma tête, je ne savais pas. Hein, donc, je ne le savais pas. Et c'est à l'hôpital où ils ont dit, mais vous buvez? Je dis oui, 2 litres par jour. Mais non, mais de l'eau, moi. Parce que, bon, maintenant, parce que les alcooliques ne perçoivent pas la douleur. Donc, on veut dire que vous n'êtes pas alcoolique. Je dis non. Et bien, alors il a dit, non, on va faire comme. Après, quand on avait m'opéré, tout ça, ça a été très long, ça a été très compliqué, j'ai mis plusieurs années à me remettre de ça. Et ensuite, ils m'ont dit d'aller voir du côté de l'autisme, en fait. Ça, c'est pas normal, parce que n'importe qui serait mort, en fait, et il aurait été dans le coma de douleur, et vous n'avez pas ressenti. C'est comme ça qu'on a diagnostiqué mon autisme, en fait. Wow. J'ai une très très mauvaise perception de la douleur. Et bon, j'ai vécu avant, puisque j'ai fait une carrière d'artiste, et j'ai une tenue camouflage formidable, écrivain, poète et peintre et tout ça, c'était formidable, puisqu'on me permet toutes les excentricités, en fait. Même d'être très malade sans m'en rendre compte.
Et je veux dire, tu vois, j'ai refait, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que je perçois mal donc ce qui m'arrive, j'ai refait un problème cardiaque très grave, parce que j'ai fait un arrêt cardiaque et respiratoire, donc j'étais mort, je suis tombé mort, raide. On m'a réanimé, on m'a tiré par l'oreille, et là c'était marqué sur le dossier, attention autiste. Ça m'a sauvé la vie à l'hôpital. Parce que j'étais diagnostiqué. Hein. Donc c'était marqué attention autiste. Donc la perception de la douleur, etc., les soins à prendre en compte dans le parcours de soins par rapport à un problème cardiaque. Et quand j'étais en rééducation cardiaque, pour la rééducation, ils avaient marqué attention autiste. Et les médecins venaient me voir en disant, et là ça va, bon, comment, etc. On ne m'a pas demandé de faire l'échelle des douleurs. Vous avez mal de 0 à 10. Moi, je fais la moyenne, en général, je dis 5. Je ne sais pas trop si c'est beaucoup ou pas beaucoup. On en a Non, parlé. mais je veux dire, on n'en avait pas abordé. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce qu'on ne l'a pas abordé. Le problème de la douleur, de notre relation à l'environnement, au monde qui nous entoure. Ouais. À comment, quand je suis allé aux urgences pour l'infarctus, j'étais à la campagne dans mon atelier, je ne me sentais pas bien, j'étais en voiture. Moi, je ne sais pas comment je suis arrivé. Je suis arrivé à Lyon, et donc à l'appartement, où j'ai mon épouse, comme ça. Et elle me dit, bah, va aux urgences, à Croix-Rousse, on habite pas mal d'hôpital à Croix-Rousse, aux urgences. Et donc ils m'ont donné, je ne sais pas, il ne m'a pas pris l'attention, rien du tout, c'est pas ce qu'il a fait. Je pense que je me suis mal exprimé, en fait. Et j'ai mal un peu à l'épaule droite, mais droite, c'est pas gauche, quoi. Donc il m'a donné un anti-inflammatoire, il dit, bah, prenez un anti-inflammatoire retard, vous allez voir s'il ira mieux dans 3 jours. Ça arrive, je prends l'anti-inflammatoire, il m'a provoqué l'infarctus. Il m'a fait faire un collapse de l'artère. Tout ça, c'est pour vous montrer les être autiste, ça a des conséquences réelles. C'est-à-dire que si on l'est vraiment, quoi. Et donc, ça a vraiment des vraies conséquences. Voilà, donc c'est une réalité. Et pour les enfants et tout ça, il faut vraiment pas. Moi, pourquoi je vous ai rejoint, c'est un peu pour tout ça. C'est pour dire la réalité d'une certaine chose. Après, pour le monde social, je suis passé à travers, donc je n'ai pas trop. J'en ai chié, on m'a tapé, on m'a battu, des fois on m'a cassé la gueule dans la rue, qu'on n'est pas cru parce que j'ai des comportements un peu bizarres. Voilà. Artiste excentrique. Mais bon, ça, par ça, c'est pas grave. Non, mais c'est par rapport aux soins, tu vois, Ah, mais carrément. que je voulais intervenir. Donc c'est vraiment une réalité, quoi. Alors c'est vrai qu'on peut m'arracher une dent le dentiste m'a soigné une fois la dent, il me disait, j'ai dit, mais je sais pas, c'est un peu mal là. Elle me dit, ben comment ça se fait? Je vous ai mis, ah merde, j'ai pas fait l'anesthésie. Ben, j'avais un petit peu mal, tu vois, c'est pas vraiment mal, quoi. Donc c'est important. Enfin non, mais c'est des choses qui sont liées à l'autisme. Voilà, donc je voulais vous dire. Je suis encore là, 70 piges, donc peut-être dans 10 ans, je serai encore venu à vos réunions. Mais... Merci beaucoup. Voilà, je m'excuse, je dois parler trop. Attends. Non, du coup, t'étais pas sur ma liste de parole, je t'ai pas levé la main, et du coup, c'est la personne qui est derrière toi. Moi, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais, mais du coup aussi sur ce que tu disais en chemin. Moi, la manière que j'ai de voir le diagnostic, c'est un moyen, en fait. C'est un moyen, dans ton cas, ça a été un moyen de s'assurer d'avoir des soins qui correspondaient à tes besoins. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire à mes yeux, ou en tout cas pas dans mon cas. Parce que moi je suis pas diagnostiquée, moi je pense que je suis autiste, parce que je me retrouve dans énormément de choses. Mais au bout du bout, ça m'importe très peu parce que en fait, au moment où j'ai commencé à me poser la question est-ce que je suis autiste ou est-ce que je suis pas autiste, j'avais déjà commencé à mettre en place des aménagements pour m'assurer que ma vie allait être d'une manière qui me convenait. Et je me suis entourée de personnes qui savaient faire la déconstruction et connaissaient la communication sociale, des personnes alistes, mais des personnes qui étaient quand même prêtes et disponibles à se poser ces questions-là. Et puis j'ai d'autres problèmes de santé mentale qui pour moi étaient beaucoup plus urgents que de faire un diagnostic autiste, bien que je l'ai demandé à mon psychiatre. Et que je sois allée le voir direct et que je lui ai dit je pense que je suis autiste et je pense qu'il me faudrait un diagnostic, et mon psychiatre a dit je sais pas, et j'ai dit en vrai ça m'intéresse peu de ce que vous pensez. Mais au bout du bout,
même si j'ai une diagnostic, moi en tant que personne aujourd'hui, même si j'ai une diagnostic autiste, ça va pas changer grand chose à ma vie. Mais par contre, les autres diagnostics que j'ai eus concernant ma santé mentale m'ont sauvé la vie. Parce qu'ils m'ont donné un moyen d'avoir un traitement, d'avoir un soutien, de tout ça. Le reste, pour l'autisme, c'est... j'ai pas besoin d'un diagnostic en fait. Je vois pas très bien quelle porte ça peut m'ouvrir. Oui. Je peux répondre ou C'est à ton pas? tour de... Dans le tour, toi. Ok, super. Merci beaucoup. Moi, je vais te dire pourquoi j'en ai besoin de ce diagnostic. J'en ai parlé hier, comme Alain, des soucis au niveau des douleurs. C'est-à-dire que depuis que je suis gamine, en fait, j'ai fait des fractures par rapport à chute en vélo, chute en roller, d'autres choses, matraquage en manif, j'en ai parlé hier. Et de par cette expérientielle où on me laissait traîner avec des fractures parce qu'on me disait « bouge ». Ouais, ok, tu peux bouger, ça veut dire que t'as rien. Et en fait, si, j'ai des fractures. Je suis oralisante, je vais dire, je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, que j'ai la main qui commence à être comme ça, ok, il y a peut-être un problème. L'autisme aide à comprendre le fait que je ne peux pas monter à une échelle quand on me demande d'évaluer sur une échelle ma douleur, par exemple. Ça m'a aidé aussi dans ma vie perso, dans le sens où vous avez vu la petite infographie avec la petite flaque, le bâtiment, etc. Je suis en rupture familiale. Depuis que je suis gamine, en fait, c'est très compliqué. J'ai fini mes études, j'étais en foyer Sonacotra. Ça s'appelle maintenant Adoma. J'ai des problématiques de logement depuis toujours. J'ai des problématiques au niveau du travail. J'avais pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux à mon époque. Je me suis démerdée comme j'ai pu. Enfin, se faire des amis sans diagnostic, sans entourage, sans milieu safe autour de soi, c'est compliqué. Du coup, le diagnostic m'aide. Bah ouais, je peux... Ouais. Je comprends absolument tout à fait. J'explique juste, du coup, mon point de vue à la chose. Mais je saisis complètement que ça puisse être nécessaire et vital pour beaucoup de personnes. Quoi. Ouais. Mademoiselle Mapiani, déjà quand je vais à l'hôpital, ils me disent pas que je suis alcoolique. C'est bien. C'est bien. On va voir ça aussi, ceci étant, c'est pas interdit. Non, mais je vais plaisanter un peu. Oui. J'y vais. Alain n'est pas alcoolique. Ah, bien pas. J'ai rien contre. Pourquoi tu veux que j'aille là? On va terminer d'ici 19h. J'ai 2 prises de parole sur mon tour de parole et... Pourquoi tu veux que j'aille là? Je voulais juste présenter Alain. Je voulais juste présenter Alain, pardon, je t'ai touché. Le parrain de l'exposition collective qui est ici. Il s'est arraché les cheveux quand il a vu qu'on avait commencé à accrocher des œuvres sans cadre, il a tout cadré. Cadreur. Parrain, cadreur. Comme si. Au revoir. Au revoir. Corrigé, mon truc de tout à l'heure, c'est qu'il est en gros 19h. 19h et je vais pas vous mettre dehors. En vrai, il n'y a pas de... Vous restez le temps que vous voulez. Je pense qu'on va finir en 5 minutes. On va finir dans 5 minutes de toute façon, donc... Pardon, désolé, du coup il y a de l'organisationnel qui est fait. Jusqu'à minuit, quoi, quand même. Oui. T'en fais pas. Nickel. Moi, c'était pour rebondir aussi sur son reportage. Son témoignage, merci. Oui, je pense que le diagnostic, oui, peut être important. Après, ça dépend. Moi, je vois le TDAH, j'ai dû le faire toute seule parce qu'ils se sont foirés. Mais moi, ça m'a aussi sauvée parce que je l'ai fait à 46 ans. Et même dans le couple, c'était compliqué. Et alors, je me suis autodiagnostiquée. J'ai donné le livre à mon mari, qui était là. Il est revenu en pleurs en me disant « Mais oui, t'es pas ça, t'es pas ça, t'es pas ça ». Il y a eu après le diagnostic. Je pense que le diagnostic nous aide aussi vis-à-vis de la société, parce que justement, on est dans une société qui colle quand même des étiquettes, qui permet, parce que si on exprimait nos besoins, si on était vraiment à l'écoute de nous, il ne se passerait pas, je pense, toutes ces incompréhensions. Donc ça permet d'éviter des erreurs, mais après, c'est d'aller au-delà. C'est ok, on est comme ça, et après, on a cette étiquette, mais effectivement, c'est une rencontre de personne à personne, et c'est juste un moyen de compréhension, c'est parce que la société, finalement, ne connaît pas si bien que ça les atypismes et qu'on est obligé de
faire ce diagnostic ou cette étiquette pour dire bah tu vois je fonctionne comme ça et que même quand on dit que tu es autiste, ah mais non voilà. Donc c'est voilà, c'est pouvoir c'est pas de s'enfermer dans ce truc là quoi. Si je peux me permettre de... C'est nous mais pas rester que avec ça. Si je peux me permettre de faire une petite réponse, moi c'est un truc qui me déroute vachement parce que j'ai parlé tout à l'heure de personnes qui me niaient le fait que je puisse même ouvrir la possibilité. Et en fait quand j'en ai débriefé avec des potes pour leur demander ce qu'ils en pensaient, ils m'ont parlé du fait que il y avait plein de personnes pour lesquelles c'était ok, ma phrase va peut-être être un peu étrange. C'est comme s'il y a plein de personnes pour lesquelles c'est ok de j'ai une croyance et cette croyance implique que j'ai une maîtrise sur la manière dont les autres existent. On appelle ça des croyances hégémoniques, mais je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient vraiment dans un mode de au moment où on leur dit je suis autiste, ou je suis différent, ou j'ai des besoins que tu ne connais pas et que j'ai besoin que tu connaisses, sans même parler de neuroatypisme, m'ont renvoyé au fait que, vu que ça n'était pas présent dans leur modèle, c'était pas possible, et où du coup j'étais dans une démarche qui était... Enfin, j'étais perçu comme étant agresseur au moment de réclamer mon droit à la différence. J'étais perçu comme un agresseur puisque je les obligeais à remettre en question leurs croyances. Ça me déroute énormément. C'est compliqué et on est même dans la négation. Des fois, moi, les gens me regardent. Alors, quand tu rajoutes Asperger, à la rigueur, ils disent ah, comme tu as ce cliché de du coup, tu es intelligente. Et quand tu dis juste autiste, ouais, bah voilà. Et c'est compliqué, c'est leur mode de fonctionnement et il y a une espèce de retrait. Ça fait peur, et ça leur demande effectivement de changer. Ou des fois, c'est l'excuse. Si tu dis tu t'arrives pas à faire ça ou ça, on dira oh, mais c'est une excuse, tu es en train de trouver des excuses. Et après, c'est de se dire bah, je m'en fous et je suis moi comme ça et basta quoi. Tu m'acceptes comme je suis ou bah, tu dégages, et puis c'est tout quoi. Alors, il est 18h58, j'ai une personne qui est en train de lever la main qui n'a pas encore pris la parole. Je suis désolé les gars. Ouais. J'avais deux trucs un peu que j'avais vraiment envie de dire, c'est que par rapport aux manifestations, à chaque fois ça finit à Bellecour et moi je peux pas rester parce qu'il y a de la techno. Et non mais c'est horrible, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en mode non aux autistes. Et c'est vraiment horrible et je sais pas comment on peut faire pour faire remonter des messages là-dessus. J'ai l'impression que tout le monde s'en branle un peu et ça me fait un peu chier parce que ça nique toutes mes fins de manif quoi. Et le deuxième truc, c'est que je voulais partager une expérience que j'ai eu il n'y a pas longtemps, mais qui m'arrive souvent, mais qui a été vraiment mal reçue par rapport à l'intonation des phrases ou dire les choses comme elles sont, qu'on a juste besoin de dire. Je suis arrivée dans un groupe de copaines à moi, et en fait, j'ai dit, on sortait du théâtre, et j'ai dit, en fait, je sais pas pourquoi je suis venue dans ce groupe, j'ai rien à dire. Et ça voulait juste dire ce que je viens de dire. Et non mais c'est vrai, et en fait ils m'ont remballé à fond quoi, et c'était horrible parce que je l'ai dit parce que je me sentais assez en confiance et que j'étais fatiguée pour le dire comme ça, et on m'a dit bah écoute, depuis tout à l'heure tu nous faisais vachement rire, mais là tu ne nous fais pas rire, si t'as besoin de rentrer tu rentres, je me suis sentie... Et en fait du coup je sais pas dans quelle mesure on se doit de faire des efforts et tout, parce que j'entends que ça puisse être blessant ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont leurs insécurités aussi, et que c'est venu toucher à un truc où eux ils étaient en mode bah t'es en train de nous dire qu'on t'intéresse pas, ou du coup je sais pas où mettre ce truc de l'effort que je donne et voilà. Bah, merci pour le témoignage. Dernière prise de parole, du coup. Tu voulais répondre? Ouais. Vas-y. Je voulais juste te répondre. Merci beaucoup pour ton témoignage, effectivement. Par rapport à la techno, désolé, en fait, on est en hypo et ou hypersensibilité sur tous les sens. Et il y a des gens dans le groupe qui sont à fond techno. Du coup, on peut même pas dire... Est-ce que tu as compris que du coup il parlait des manifs normales? Des manifs, ouais. Mais des manifs. Où effectivement coup, ils disent on fait la fête et... Pardon? Mais du coup les autistes n'ont rien à dire sur l'organisation des manifs de manière générale quand on finit les manifs à Bellecour. J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu t'excuses du fait qu'on soit hyper et hypo, puisque du coup on a parce pas que de du coup il y a des personnes autistes qui vont se sentir bien dans ce genre de contexte-là. Okay. Il y a des personnes autistes aussi qui vont pas comprendre qu'on puisse aller en manifestation parce qu'il y a du monde.
Du coup, on a des perceptions tellement différentes les unes des autres j'entends ce que tu dis. C'était juste pour dire, je pense à une copine en fait qui est à fond techno et je me dis si elle était dans la salle, elle comprendrait pas ce que tu dis, en sachant qu'on est neurois ensemble. Et ton deuxième témoignage, Laurent. C'est devant le théâtre, Ah oui, effectivement, en fait, ça fait énormément résonance avec des témoignages de parents par rapport à leurs enfants et des situations de maltraitance à l'école. Là où on va dire des choses factuelles, c'est interprété avec des... Une insolence. Oui, c'est interprété comme ça, mais en fait, c'est interprété avec leur compréhension qui n'est pas la nôtre. Là où on va être factuel et on va penser être honnête, c'est ce que tu disais en tout début, ils vont le prendre de plein fouet, tu es en train de m'insulter. Alors que non, tu dis quelque chose de factuel et c'est hyper compliqué pour les gens de leur faire comprendre qu'on n'est pas câblé cognitivement pour communiquer autrement. On peut essayer de faire des efforts, mais en fait, quand on est fatigué, on peut essayer. On fait des efforts tout le temps. Moment de fatigue, tu l'as très justement dit, ça sort comme une personne autiste et ça fait un drame pour les personnes. Ça peut se comprendre. Et comment on fait pour communiquer ensemble? Je suis vraiment désolée que tu aies vécu des choses comme ça. Merci. Ouais, il est 19h, on va mettre fin au truc. Merci à toutes et à tous d'être venus, d'avoir bien voulu discuter avec nous et de vous être intéressés. C'est la fin de la semaine Divergent. La fin, il n'y a plus rien de prévu, on peut encore boire une bière, discuter en informel et tout. Chouette, je ne sais pas comment conclure autrement, donc je te passe la parole. Merci à vous de nous avoir trouvés dans les tout petits médias. Merci à Villemorte, à Rebellion de nous avoir publiés. Merci les réseaux sociaux, même si on n'est pas forcément pour les GAFAM, etc. Oui. Est-ce qu'on courant des trucs sans avoir Facebook? Il y a un moyen autre que juste Il y a une liste où tu peux mettre ton mail, ouais. Mais les deux seuls trucs qui existent, c'est Facebook et le mail. Et LinkedIn. Et en fait, je fais en fonction de ma fatigabilité à moi. On m'a demandé Twitter, Instagram, etc. J'ai 40 ans, je me considère mamie.